Le point sur l'actualité, édition du 26 décembre 2022, 24 heures après bien sûr la célébration de la fête de Noël. C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de For You Media Africa. Notre aventure ce soir nous conduit du côté du Rwanda à Kigali. Nous reviendrons bien sûr sur ces accusations de masse bien sûr qui planent autour du Rwanda concernant bien sûr son implication dans le conflit rwando-congolais. Les taux se resserrent donc autour du Rwanda, déjà sous pression de chancellerie occidentale. Cette fois, le pays de Paul Kagame est à nouveau accusé par les Nations Unies de mener des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo et d'avoir fourni armes, munitions et uniformes à la rébellion du mouvement du 23 mars. Le Rwanda est réellement lâché en plein vol par ses partenaires stratégiques qui bien avant ne juraient que par Paul Kagame. Si oui, quelles en sont les raisons? Bref, voilà donc notre principale thématique de ce soir. Pour en parler, ils seront deux. Bien sûr, le consultant permanent de cette émission, Jonathan Watengede, et bien après, nous mettrons le cap du côté, bien sûr, de Bamako au Mali, retrouver Jérémy Lako. Voilà donc ainsi planté le décor de cette édition du point sur l'actualité. Le panel, c'est juste après cette transition. Une fois de plus, bonsoir à vous, bienvenue dans le cadre de cette émission du point sur l'actualité. Nous parlons du Rwanda, nous parlons de Kigali et éventuellement de ce présumé soutien apporté aux rebelles du M23. On parle bien sûr, on questionne pourquoi la communauté internationale est-elle en train de lâcher en plein vol Kigali. Bref, pour avoir quelques éléments de réponse bien sûr à cette principale thématique et interrogation, nous accueillons sur ce plateau le consultant permanent de cette émission de point sur l'actualité. Il s'agit de Jonathan Watengede. Bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, mon frère Guéné. Bonsoir à tous les Africains qui nous regardent en ce moment. Bonsoir à tous les panafricanistes convaincants qui portent ce combat. À tous ceux qui sont chrétiens catholiques. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui fêtent ça. Nous leur disons bonne fête de Noël. Nous respectons vos convictions. Nous tenons à rassurer tous ces panafricanistes que les croyances kémites, le kémitisme est une spiritualité qui compose l'identité africaine aujourd'hui et qui est certainement une piste que nous devons explorer, mais nous ne l'imposons pas comme spiritualité officielle du panafricanisme. C'est une spiritualité qui mérite d'être approfondie et dont nous attendons que les prêtres nous édifient une religion avec tous ses rituels et son clergé. Donc en attendant que cette structuration se fasse, nous respectons les cultes qui existent parce que c'était même le cas aussi à la Mecque bien avant que Muhammad n'ait l'autorisation, ne soit devenu le premier calife de la Mecque. Donc, quand nous disons premier calife, nous savons que pour beaucoup de musulmans, le premier calife, ils voient Abou Bakr Siddiq. Et nous les rassurons que les prérogatives de Muhammad étaient effectivement celles d'un calife, pour avoir étudié la question. Donc, cette phase passée, nous saluons le personnel For You Media. Leur souhaitons également de très bonnes fêtes. Nous espérons que les réjouissances dans cette fête ne vont pas leur faire oublier l'essentiel, le combat panafricaniste. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons tenu à participer à cette émission aujourd'hui, parce que notre combat est plus important que toute autre chose. Nous devons libérer notre continent. Et ce continent est notre seule terre que nous avons en héritage et sur laquelle
devons réaliser le bonheur que nous recherchons. Nos ancêtres, les pharaons, avaient réussi cela. Et quand nos frères kémites de religion se prononcent en faveur du retour aux sources et des sources profondes, c'est-à-dire de la spiritualité, c'est en souvenir de cela. Donc, nous disons, le grand combat, c'est le panafricanisme. Nous devons libérer nos peuples. Mais pour l'instant, nous respectons encore. Nous respectons d'abord les spiritualités particulières. Ainsi, nous souhaitons à tous les panafricanistes qui sont chrétiens une très bonne fête, que ces derniers puissent célébrer avec leur famille dans la paix, la communion. Quoique, nous allons aussi leur dire que ce n'est pas une vérité. Hein? Il n'y a pas un sauveur qui est né le 25 décembre. C'est une construction historique. Construction historique, c'est un mensonge qui a été érigé, même si ce n'est pas encore le temps des controverses religieuses. Donc, nous pouvons rester là-dessus et nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Puchéry-Ballet. Elle qui, pendant cette période, aurait dû se retrouver en famille pour se recueillir avec sa famille. Elle est embastillée dans les geôles du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, qui l'a coupée de toute visite et qui entend la maintenir dans cette situation tout à fait injuste pendant une période qui reste indéterminée. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Demandons le soutien de toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire. Demandons à tous les leaders politiques de la Côte d'Ivoire de se joindre à ce combat et de réclamer la libération non seulement de Puchéry Edith Ballet, mais également de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui ont perdu leur liberté parce que simplement ils défendaient une noble cause. Nous sommes solidaires de ce combat-là et nous leur disons beaucoup de courage. Edith Puchéry-Ballet, tu es une grande dame. Courage, courage. Bientôt, tu seras comme tous ceux-là que nous avons cités, libre, et ton peuple, l'Afrique. Nous souhaitons également à toutes les forces de défense et de sécurité qui sont engagées sur tous les fronts en Afrique de retrouver très vite la chaleur de leur foyer. Parce que pendant que nous étions dans les villes où il y a un certain minimum de commodité, eux, ils étaient dans le froid, à la belle air. Ils étaient en train d'endurer des conditions tout à fait exceptionnelles de température, mais aussi de conditions environnementales tout à fait rudes. Et ces derniers pour la préservation de la sécurité des biens et des personnes que nous sommes. Donc, nous leur disons merci. Merci pour votre combat. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés pendant ces combats. Nous leur disons beaucoup de courage à leur famille. Nous disons nos sincères condoléances. Nous pensons ici à tous ceux qui se battent contre les terroristes, véritablement contre les terroristes, au Mali, au Burkina Faso, en RCA, au Cameroun, au Nigeria, au Niger, et dans tous les autres pays africains où sévit l'insécurité. À tous les peuples qui ont été opprimés, comme celui de RDC, et qui continuent de subir le martyre, nous disons nos sincères condoléances et beaucoup de courage. Beaucoup de courage, mais surtout, bonne fête de fin d'année. Une fin d'année d'ailleurs que nous passons ensemble à vos côtés, afin bien sûr de mieux vous informer, mieux vous édifier. La thématique de ce soir concerne un pays en particulier, ou devrais-je dire deux, qui sont aujourd'hui clairement en conflit. D'un côté, la République démocratique du Congo du président Félix Antoine Tshisekedi, et de l'autre, le Rwanda du président Paul Kagame. Le Rwanda d'ailleurs, qui jusqu'ici ne fait que, on va le dire, subir de nombreuses accusations venant bien sûr des puissances occidentales, entre autres les États-Unis, la France encore la semaine dernière, voire les Nations Unies. Alors Jonathan Bratenguele, vous avez suivi toutes ces sorties. Il y a quelques jours de cela, la France avait donc ouvertement pris position dans ce conflit aujourd'hui qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda, en condamnant, ou du moins accusant Kigali de soutenir les rebelles du M23. Les Nations Unies, par la suite, ont également fait une sortie où, au même moment, l'organisation accuse, entre autres, Kigali d'apporter un éventuel soutien, également d'apporter des munitions, des uniformes aux rebelles du M23. Bref, aujourd'hui, Kigali se retrouve donc pris,
ou du moins dans un étau incroyable. Du coup, on se pose la question de comprendre comment M. Batengene, ces pays qui, bien avant, à Dubaï, Paul Kagame et Kigali, aujourd'hui, décidément, donc, retourner leur veste. Comment comprendre cela que les puissances qui hier encore apportaient leur soutien au Rwanda, aujourd'hui sont en train de tourner le dos à Paul Kagame de façon progressive? Lui tourner le dos, ça c'est une comédie que j'entends là. Tourner le dos. On lui tourne le dos comment? Avec les discours. En l'accusant ouvertement de soutenir le mouvement, du 23 mars. Qu'est-ce qu'ils disent de nouveau? Qu'est-ce qu'ils disent de nouveau? Rien. On ne lui tourne pas le dos, c'est de la démagogie. C'est un discours de biaisé, un discours qui vise essentiellement des fins politiques, c'est-à-dire s'attirer s'attirer les grâces de l'opinion publique internationale, jouer, surfer sur la vague de contestation, que ce soit populaire au Congo contre cette prétendue communauté internationale, et essayer de diluer le discours panafricaniste pour le présenter comme étant caduc, désuet et anachronique, ce qui, de toutes les manières, participe d'une stratégie de démagogie. C'est de la démagogie, parce que la France, c'est quand même le pays qui a intercepté les armes que Tshisekedi allait acheter. La France, encore, est membre de l'Union européenne qui, il y a quelques jours, a donné les armes, un crédit d'armement au Rwanda. Oui. Comment est-ce que, avec de telles actions qui montrent clairement qu'il faut limiter le potentiel de l'armée congolaise et accroître le potentiel de l'armée rwandaise, donc du M23, vous voulez me faire croire que des gens sont en train de fustiger le M23? Dire que les M23 sont une machination de Kigali, ce n'est pas nouveau. Mais les mêmes M23, c'est les forces d'élite de l'armée rwandaise. Rentrons un peu dans l'histoire de l'Afrique centrale. La France, que vous présentez ainsi, en 1997, a utilisé des combattants rwandais, justement fidèles à Kagame. Vous savez où? Rwandais, angolais. C'était au Congo, Brazzaville. Ils ont utilisé les combattants rwandais, angolais. Étaient à Brazzaville. Ils ont d'ailleurs même mené dans la province du Poul, dans la région du Poul, en 1998, ils ont mené l'opération Colombe, dans le cadre du désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants, des ninjas. Les ninjas, c'était l'Isuba. Non, ces ninjas, c'était Kolela. C'était Kolela. Ils ont utilisé les ninjas là-bas. Ils ont allé combattre des ninjas là-bas. C'est même de cette situation qu'est née, ou bien qu'a émergé, la rébellion de Ntumi. Son vrai nom, c'est Biatoum. Mais il s'est fait appeler Pasteur Toumi. Sa grande rébellion avec les Nsilulu, les combattants Nsilulu. La France a utilisé le même Kagame pour faire... Et la France nous dit qu'elle est opposée à Kagame aujourd'hui sur cette... Peut-être que le conflit a une source ailleurs. Justement, on est là pour... Parce que dans les combats géopolitiques, la France, les États-Unis aiment jouer à... Ils aiment jouer
je te donne ici, je récupère là-bas, je récupère ici, je te donne là-bas, et après, j'essaie de te récupérer même tes parts. Vous pensez que c'est ce qui se joue actuellement? Oui, parce que cette France qui en 97 a appuyé le Rwanda pour, dans le cadre de la conquête du pouvoir de Sassou Nguesso, cette France aujourd'hui veut nous proposer un regard où elle est opposée au Rwanda. Mais le vrai problème, nous le pensons, se trouve certainement, pour décrypter ça, au Centrafrique. Parce que au Centrafrique, le Rwanda épaule les forces de Touadéra, donc les FACA, les forces armées centrafricaines, dans la lutte contre les mercenaires de la junte française, ce qu'on appelle les rebelles de la CPC. Vous savez qu'ils ont aujourd'hui 15 000 soldats, 15 000 mercenaires tchadiens, soudanais, et sud-soudanais et quelques-uns qui viennent de Libye. Ils sont au niveau de la frontière soudanaise. Donc il y a 15 000 hommes. D'ailleurs, nous savions que 8 000 avaient été entraînés au niveau de SAR. Et ces 8 000 devaient... ils ont rejoint apparemment un autre lot. Et ça fait 15 000 hommes. Alors, les 15 000 hommes qu'ils ont là-bas, ils veulent que ces hommes interviennent en Centrafrique. Que ces hommes ramènent le chaos en Centrafrique. Et le rempart qui a été dressé par le Centrafrique est constitué des forces rwandaises, des forces russes et quelques autres forces qui constituent la MISCA, dont les forces camerounaises, les forces burundaises. Ils essayent par cette mesure, par ces mécanismes d'intimidation communicationnelle, de pression sur le plan médiatique, de dissuader Kagame de continuer à assurer la coopération avec le Centrafrique du point de vue sécuritaire. Donc, ce n'est pas une mesure qui vise à discréditer le président Kagame, mais c'est une mesure qui vise à lui faire du chantage, parce qu'ils sont de toutes les manières, ils étaient dans le même, ils sont d'accord sur beaucoup de points, mais le point qui fait problème actuellement, c'est la position de Kagame sur le Centrafrique. Parce que Kagame refuse de lâcher le président Touadéra. Ils se disent, nous allons faire pression sur lui jusqu'à ce qu'il cède. D'où ces accusations en masse aujourd'hui. C'est le sens de ces accusations. C'est du chantage. Ce n'est pas nouveau, nous le disons. Entre les États-Unis et la France, ça s'est produit plusieurs fois sur le territoire du Soudan. Quand vous regardez les fameuses rébellions tchadiennes qui partent au Soudan, la rébellion d'Idriss Déby qui est allée au Soudan est revenue, la rébellion d'Hissène Habré qui est allée au Soudan est revenue. Quand vous regardez, c'était toujours sous fond de marchandage, voilà, c'est l'expression, marchandage politique. Les marchandages politiques, les transactions politiques entre les États-Unis et la France. La France voulait obtenir mieux et utilise sa position au Conseil de sécurité pour rassurer les officiels soudanais et en retour, les Soudanais acceptent d'héberger les rébellions tchadiennes. Et ceci au détriment des États-Unis. Et les États-Unis en retour venaient soutenir, par exemple, le régime d'Hissène Habré, les États-Unis le soutenaient. Vous voyez un peu, donc, il y a ce marchandage au sein du bloc de l'Occident. Ils ont ces habitudes. Les intérêts changent en fonction des situations. Et parfois, ils se font des petites batailles. Ils se font des petites batailles. Et il faut prendre cette critique contre le président Kagame comme étant une bataille au sein du bloc de l'Occident.
C'est-à-dire que le président Touadéra, actuellement, c'est lui, c'est la cible. Parce qu'aujourd'hui, la jeune Française veut à tout prix revenir sur le Centrafrique. Et elle sait que la stabilisation du Centrafrique augure le départ de la base militaire française de N'Djamena. Ce que je dis là est très sérieux. Les Africains doivent le prendre très au sérieux. La base militaire de N'Djamena est hautement menacée je dis menacée, nous sommes sur le point de la faire partir. La jeune Française a compris cela. Elle prend de plus en plus la mesure de ce que signifie la stabilisation du Centrafrique. D'ailleurs, le repli des forces Barkhane au niveau du Niger participe d'une volonté de renforcer le dispositif au niveau du Tchad, au cas où. Parce que les forces centrafricaines, la libération, la dynamique libératrice centrafricaine va inspirer nécessairement les autorités tchadiennes, peu importe qui est au pouvoir. Mais que les Africains ne se gênent pas, hein. On ne va pas dire, nous disons que le jeune président Mahamat, le jeune général Mahamat qui est au pouvoir au Tchad, pour nous, il n'a pas montré des capacités exceptionnelles de gestion politique. Il ne montre pas des velléités de se détacher de manière flagrante de la jeune française. Mais de là à dire qu'il est forcément france-africain, c'est un pas que nous n'allons pas franchir. Il est fragile, très fragile. Parce que pour l'instant, la jeune française ne tient pas le pouvoir, mais fait tout pour influencer le pouvoir tchadien. La jeune française fait tout pour influencer le pouvoir tchadien. Et la jeune française misait ces derniers jours sur la création d'un conflit entre la RCA et le Tchad. Heureusement, grâce aux programmes panafricanistes comme ceux-ci, nous avons pu éventrer le complot. Oui. Vous parlez du bombardement de Bossangoa ou... Le bombardement de Bossangoa. Oui. Les informations fraîches qui nous sont parvenues il y a quelques jours, c'est que les autorités tchadiennes même ne maîtrisent pas. Ne maîtrisent pas ce qui se passe sur leur territoire. C'est-à-dire même l'armée tchadienne se pose des questions sur les déplacements de l'armée française sur le territoire du Tchad. Tenez, on nous a appris des choses que l'armée tchadienne enregistre dans son ciel 15 survols non signalés par l'armée française. Les Tchadiens eux-mêmes sont dépassés. Le président du Tchad se pose des questions. Pourquoi autant de survols? Il ne lui a fait aucun rapport. Aucun rapport. Donc, en formant les 8000 hommes qui ont été formés au niveau de Sarr, dans la région de Sarr, là, qui est frontalière du Cameroun et du Centrafrique, les autorités de la jeune française avaient voulu miser sur la création d'un conflit entre le Centrafrique et le Tchad, en créant une rébellion du côté tchadien qui allait attaquer les éléments de FACA, et en créant une autre rébellion tchadienne du côté centrafricain qui allait attaquer et qui présentait déjà avec des médias d'opérette comme les Corbeaux News, ces petits trucs qui sont créés à 2 balles dans les ruelles quelque part à Paris. Et avec ces officines, ils comptaient créer un affrontement entre les deux pays et une méfiance entre les deux pays. Le plan est en train d'échouer. Ils se rendent compte que du point de vue médiatique, ils ne maîtrisent plus, ils n'ont plus le contrôle de l'opinion. Leur plan est en train d'échouer. Mais ils se disent une chose,
Si leurs éléments réussissent à rentrer sur le territoire du Centrafrique, il y aura un autre gros problème, c'est le dispositif. Ils peuvent attaquer par exemple le dispositif russe avec leur communication sur ce qu'ils appellent Wagner, c'est-à-dire ils vont présenter, raconter des mensonges. Il existe une société qui s'appelle Wagner, en fait, Siwa Security. Donc, ils vont présenter ces fausses informations sur cette compagnie. Mais après, l'autre rempart, ça sera les forces rwandaises qui ont fait leurs preuves. Donc, ils se disent la meilleure manière de sortir ou d'amener Kagame à coopérer à leur plan, par exemple, ils sont certainement en train de lui faire des propositions du genre, il faut que si nous ne pouvons pas réaliser le coup, les forces rwandaises qui sont dans la garde rapprochée du président Touadéra s'occupent de la sale besogne. C'est ça aujourd'hui les enjeux de la jeune française. Donc c'est pas un jeu sain auquel nous assistons. Ce n'est pas le peuple congolais qui est ici plaint par la jeune française. Elle n'a qu'à foutre. La jeune française a soutenu Mobutu en 1978. Quand il était dans sa guerre du Kolwezi, la jeune française a envoyé les paracommandos. Envoyer ses parachutistes commandos, c'est pas des gens qu'on mobilise comme ça parce qu'il y a une petite crise. C'est des gens qui sont mobilisés, c'est des forces spéciales qui sont mobilisées sur décret présidentiel. Donc c'est la présidence de la France qui avait décidé d'envoyer les parachutistes commandos aider ce que leurs médias appellent, celui que les médias appellent les médias français, appellent le dictateur Mobutu. Donc pour sa dictature, il a été renforcé par la jeune française. Donc ce n'est pas le peuple congolais qui est la cible, ce n'est pas le peuple congolais qui est plan, c'est les intérêts de la jeune française qu'elle est en train de défendre. Et ces intérêts sont à voir sur le terrain du Centrafrique. C'est le Centrafrique qui est visé par cette position de la jeune française. Merci à vous, Jonathan Batengede. Nous mettons le cap, bien sûr, du côté de Bamako. On va aller retrouver Jérémy Lako, qui nous a également rejoint dans le cadre de cette émission. Alors, messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir, chers journalistes. Bonsoir, mes co-panélistes. Nous savons très bien que nous sommes en pleine guerre de communication. Et actuellement, le problème de Paul Kagame, de Rwanda par rapport à la communauté internationale, nous savons très bien que c'est un problème qui est un peu complexe. Et pourquoi nous disons ça? Paul Kagame, qui était auparavant celui qui a supporté le M23, voilà, aujourd'hui, il a pris une décision et cette décision étonne tout le monde. On se pose la question, est-ce que Paul Kagame veut devenir un panafricain ou bien il est en train de jouer un jeu pour pouvoir faire plaisir à ses patrons? Nous les connaissons tous, l'Occident en général. Donc, cette question vraiment est un peu pertinente, mais nous savons très bien que ça ne sera pas facile si Paul Kagame ne décide pas de devenir africain. Parce que l'Occident, depuis fort longtemps, a supporté beaucoup de nos endocollants, beaucoup de nos présidents. Et mes co-panélistes sont déjà cités quand nous prenons le grand criminel que nous connaissons au Congo. Donc, paix à son âme, en Afrique, on vénère quand même est disparu. Mais finalement, ils l'ont lâché. Et quand ils l'ont lâché, il est devenu un moins que rien. Nous prenons tout récemment, lorsque notre grand leader maréchal Idriss Déby a tourné la veste et il a décidé vraiment retourner en Afrique. Il a décidé de ramener le Tchad, vraiment donner le Tchad aux Tchadiens. Ça n'a pas été facile. Mais maintenant, le jeu que Paul Kagame est en train de faire, nous tous, nous sommes en train d'observer parce que on ne peut pas acclamer tout à l'heure Paul Kagame parce qu'il a expulsé les ambassadeurs de l'Occident. On ne peut pas l'acclamer parce que nous savons très bien que
l'Occident n'est pas prêt à perdre la RDC, puisque la RDC est un pays qui a beaucoup offert, qui a beaucoup donné à l'Occident depuis la nuit fort longtemps. Donc, pour le moment, on se dit qu'il a deux choix. Soit il décide vraiment de devenir un panafricain, et les Africains sont prêts à le tenir, et nous sommes prêts à recevoir Paul Kagame comme un frère, parce que un Africain, quand il décide, je pense que les Africains ne sont pas trop inhumains comme les Occidentaux pour le lâcher. Mais s'il est en train de jouer ce jeu, je pense que l'histoire va le rattraper. Bon, je pense que c'est ce que je peux dire pour le moment. Après, maintenant, nous savons très bien que l'Occident, en matière de la politique, n'a pas d'amis, mais uniquement des intérêts. Voilà un peu ma première intervention. Ça, c'est la règle d'or en relation aux internationales, d'ailleurs, Jérémy Lakou. Merci à vous, monsieur, pour votre première intervention. Alors, Jonathan Batingene, Jérémy Lakou nous parle de la position réelle de Paul Kagame. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas également une conséquence de tout cela? Parce que on a l'impression que monsieur Paul Kagame voudrait jouer sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on a du mal à véritablement cerner sa position, ou parfois on a l'impression qu'il est avec les Occidentaux, mais il donne l'impression d'être panafricaniste, entre guillemets. C'est-à-dire on a du mal à véritablement cerner sa position réelle. Est-ce que ce n'est pas du mal? Est-ce que ce n'est pas également la cause aujourd'hui? On n'a pas du mal. On n'a pas du mal à cerner sa position. C'est laquelle alors, sa position vous savez, dans tout ce qui se passe? Paul Kagame se rend compte, avec l'âge, vous comprenez beaucoup de choses. Vous avez beau mouiller, entrer dans une bande de filous, réaliser votre carrière au début quand il y a encore de la pêche, et puis avec l'argent, les femmes, la vie, tout est beau, le prestige, tout est rose. Vous voyez, tout en rose. C'est la dynamique humaine. Ça n'a rien à voir avec vous devenez panafricaniste. Paul Kagame se rend compte d'une chose, c'est que c'est à lui qu'on fait toujours porter le chapeau. Quand c'est bon, tout le monde est tranquille. Quand c'est mauvais, le M23, c'est le M23 de Kigali. Mais Paul Kagame travaille pour qui? Il va pour les États-Unis. C'est pas dans de la CIA. Si c'est vous, à un moment, vous faites quoi? Les Bassa ont une très belle expression pour dire ça en Ounup. Il s'est fâché, en fait. Il est révolté. Non, Ounup, ça dépasse la colère. C'est une sorte de révolte. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Je travaille pour vous, non? Mais c'est ça. C'est ce qui arrive à Kagame. Il dit, mais quittez, sortez tous de la maison, sortez. C'est africain, ça c'est... Nous on le comprend parce que nous tous africains on sait réagir de la sorte. Il dit, tout le monde est avec vous, vous avez fait la sorcellerie ensemble. Et puis à un moment tout le monde dit que non, le vrai sorcier c'est vous. Vous dites, mais attends, nous sommes tous des sorciers. Mais sortez de cette maison. D'ailleurs vous avez dit que je suis sorcier, si je me fâche là, tout le monde va mourir. Celui qui ne sort pas, il va payer les conséquences de son... C'est ce qui se passe actuellement. Ça veut dire il se sent lâché en fait. Il est révolté, pas lâché. Tout le temps c'est lui qui porte le chapeau du mauvais garçon. Ben, il a accepté ça pendant un temps. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de celui qui entre aussi se socialise dans une bande de voyous ou bien dans une bande de criminels. Au départ, quand ça marche, on vous donne de l'argent, on dit, mais quand on va dire que monsieur Nguené, quand on va dire on veut le délinquant, nous allons dire c'est toi le délinquant. Mais comme à cette période, il n'y a encore personne pour vous rappeler que vous êtes un délinquant qui mange beaucoup d'argent, il dit, oh, ben, ça paye, non? Ça paye. Qu'est-ce qu'il y a il y a cela quelques années, qu'est-ce qu'on nous présentait? Les médias occidentaux faisaient les déplacements et les reportages sur le Rwanda, le miracle de l'Afrique, la démocratie par excellence. Kagame, le dirigeant, c'était même à la limite si on ne disait pas à un chef d'État de se cloner avec Kagame. Hein? Mais aujourd'hui, les révélations panafricanistes font que les Africains ont le tableau devant eux. On connaît la réalité. Kagame n'est qu'un pion dans une mécanique. Kagame n'est rien dans cette mécanique qu'un pion. Ce n'est pas lui l'orchestre. Et il a raison.
Pourquoi, quand il faut mettre toujours un accusé à la table, c'est Kagame? Le vrai accusé dans cette affaire s'appelle Biden. Les vrais accusés, c'est Biden, Macron, Sunak. C'est eux les accusés. Les M23, c'est ces gens qui leur donnent les armes. Quand l'Union européenne décide d'envoyer les armes, les armes doivent arriver au niveau de Kigali. Vous croyez qu'on a dit quoi à Kagame? On lui a dit non, les armes là c'est pour l'armée rwandaise. Non. On a dit Kagame, ça c'est les armes du M23. Ça arrive là, ça transite. Toi tu n'es que le signataire. Nous sommes les véritables patrons de l'affaire. Quand les généraux états-uniens, français, britanniques arrivent à Kigali, vous croyez qu'ils traitent avec Kagame seulement? Ah, il y a même des sous-commissions qui dépassent Kagame. On lui dit ici, tu n'as même pas, il n'y a même pas un général rwandais. Il ne doit pas être ici, là où on discute. Les opérations sont directement pilotées par des généraux étrangers. Pourquoi Kagame doit porter le chapeau tout le temps? C'est ce qui se pose comme question. Pourquoi toujours moi? Pourquoi moi toujours là? Quand ça se gâte, c'est toujours Kagame, Kagame. Tout le temps, c'est Kagame, Kagame. Pourquoi moi? Question logique. Une question logique. Il est dans la situation de Ouattara, avec les 46 mercenaires, dont 30 français, dont les mercenaires français. Quand ça gâte, c'est la Côte d'Ivoire. Si ça passait, après 10 ans, vous allez suivre l'interview d'un ministre véreux de la jeune française. Nous avions décidé d'envoyer un commando qui a eu les passeports ivoiriens 120 ans dans des émissions de prétendues révélations. Vous avez déjà suivi ces émissions. Ces gens viennent nous narguer avec ce genre d'émissions. Mais que ces ministres-là, s'ils sont sages, qu'ils meurent maintenant, ils seront jugés. Ces gens de la jeune française seront jugés. Sarkozy sera jugé pour le crime de Kadhafi. Qu'il soit rassuré. La France est en train de chuter. Dans 15 ans, si Sarkozy est vivant, et nous prions qu'il soit vivant, Sarkozy sera jugé en Afrique. Chaque ministre de la jeune française, même Macron qui nous regarde, si Macron est vivant, il sera jugé. Parce que dans chaque situation de crime qu'il y a eu en Afrique, où la France a été mêlée et qu'il a donné son accord, quand les enquêtes vont révéler qu'il était complice, il sera jugé. Il y aura un tribunal en Afrique. Un tribunal comme à Nuremberg. Nous allons juger nos criminels. C'est ce qui va arriver aux États-Unis et tous les autres pays. Les vrais criminels dans cette affaire, les patrons du crime organisé mondial, c'est les États-Unis et leurs alliés proches, dont la jeune française, l'Angleterre et tous les autres de l'Union européenne. C'est eux qui donnent les armes au M23 via le pouvoir de Kigali. Mais pourquoi? Celui qui est présenté comme l'agneau sacrificiel, c'est Kagame. C'est la réponse, c'est la réaction de Kagame. Kagame en a marre de travailler pour des gens qui n'assument jamais leur combat. Il dit, mais vous êtes quel genre de patron? Vous dites que vous êtes mes patrons. Vous êtes quel genre de patron? Il y a le feu dans la baraque, vous fuyez. Et c'est moi, vous envoyez, vous dites non, Kagame assume, Kagame fait le service après-vente. Non, Kagame en a marre. Et c'est normal. Parce qu'à un certain âge en Afrique, on ne joue plus à ce jeu. Monsieur Jonathan, on a besoin de respectabilité, de respect. Et c'est ça. Oui. C'est ça le problème de Kagame aujourd'hui. Je ne vous coupe pas, je m'en vais bien sûr du côté du standard prendre Ngalo Sélé qui est déjà calé du côté de la réalisation. Alors, bonsoir à vous monsieur, bienvenue. Le premier intervenant de ce soir. Allô? Oui, bonsoir à vous monsieur Ngalo Sélé, bienvenue. Oui, bonsoir monsieur Nguéné, bonsoir aux téléspectateurs de For You et bonsoir à vos deux invités, en particulier monsieur Batenguene.
Monsieur Nguéné, je veux dire, je souscris totalement à cette démonstration qu'a faite le professeur Batenguene, mais j'ai un petit, comment dire, j'ai un petit souci, parce que il nous faut regarder ça encore de façon très globale. Si on se rappelle de ce que faisait Kadhafi en Afrique, Kadhafi travaillait pour les Africains. Et tous les Européens, tous les Occidentaux étaient contre Kadhafi. Et à un moment, Kadhafi s'est tourné vers ces Occidentaux. Les Russes lui ont dit, mais monsieur, ce que tu es en train de faire là, ça risque de te coûter cher, notamment vers la France. Le résultat, c'est que Kadhafi a été pendu comme quand il dit pendu, c'est une façon, il a été fusillé comme un malpropre. Et c'est la même erreur que Kagame a commise. C'est-à-dire que depuis que Kagame a abordé le rapprochement vers la France, c'est là où commencent tous les problèmes de Kagame. Quand il avait expulsé l'ambassadeur de France, coupé les relations diplomatiques avec la France, le Rwanda a décollé en 10 ans. Vous ne pouvez plus reconnaître. Moi, je vous le dis, j'ai été à Kigali. Vous allez dans ce pays-là, dans tous les domaines, tout marchait à merveille. Les Français sont venus les flatter. On a pris une anglophone. On a mis présidente de la francophonie. On a rétabli les relations diplomatiques, etc. Pendant ce temps-là, Kagame avait déjà pris des dimensions. Je vous dis, en Centrafrique aujourd'hui, le pays qui soutient le plus Touadéra contre la France, c'est le Rwanda. Donc je dis, ne mélangeons pas un peu les choses. Mais l'erreur que Kagame a commise, c'est d'aller se remettre avec la France. Qui a sorti ces résolutions qu'on est parti mettre à l'ONU pour accuser le Rwanda? C'est pas la France? Donc il faut que nos dirigeants africains commencent à apprendre. Donc au-delà de tout ça, je le dis encore une fois de plus, Kagame, pour moi, reste un exemple de président d'un pays africain. Un. Deuxièmement, ce qui se joue en République du Congo, la faute revient avant tout aux Congolais. Il ne faut pas accuser tout le monde comme ça et laisser les Congolais comme si c'était des bébés endormis qu'on doit cajoler dans tous les sens. Si le Congo avait mis une politique d'occupation de territoire dans cette zone-là, les étrangers n'auront rien à faire là-bas. Mais sinon, de quoi s'agit-il très fondamentalement? C'est que les Occidentaux se sont dit, comme l'expliquait M. Batenguene, mais le Rwanda prend une grosse part de ce que nous on vole dans ce pays. Il est temps de l'expulser de ce gâteau. Maintenant que nous avons Tshisekedi qui est un bon pion, parce que Tshisekedi, c'est le futur Mobutu. Donc, parce que si on était allé chercher quelqu'un au Rwanda, c'est parce que, comment on l'appelait, Kabila défendait les intérêts ou défendait le territoire congolais. Depuis qu'ils ont Tshisekedi, ils n'ont plus besoin du Rwanda. Ils se disent, avec Tshisekedi, celui-ci nous donne tout, on a retrouvé un Mobutu. Donc pourquoi nous enquiquiner avec un voisin qui prend une petite partie au passage? Donc c'est pour ça que je disais que je souscrivais totalement à ce que disait M. Batenguene. Mais il ne faut pas oublier le fait que les Occidentaux sont contre le fait que les richesses africaines profitent à notre pays africain. Et c'est là le nœud du problème. Et je dis à M. Kagame, il a fait une action vraiment formidable. Il faut montrer ça. Si vous asseyez avec des gens, comme disait M. Batenguene, et vous avez un accord, si ces gens rompent l'accord demain, mais montrez votre souveraineté, expulsez ces gens-là. Mais vous n'allez pas attendre que Kagame fasse comme nos présidents à qui on gifle la nuit, on gifle le jour, ils sont là à regarder. Pas du tout. Donc je vous dis, il faut féliciter cet acte d'expulsion de ces ambassadeurs pour montrer son mécontentement. C'est un acte de souveraineté. Et au-delà de cela, que les Africains s'entendent entre eux. Pourquoi celui-là veut que ce soit les étrangers qui viennent encore l'aider chez lui? Tshisekedi, le Congo est un grand pays. Que ce monsieur prenne les épaules d'un grand pays et qu'il fasse partie, que ce soit M23, M24 ou M50, qu'il les fasse partie. Le Congo a des enfants forts et solides pour pouvoir faire cette opération. Voilà ce que je souhaitais dire, M. Nguéné. Bonne soirée à vous. Merci à vous, Gallo Siri. Nous restons au standard avec vous, Jean Sarpono. Bonsoir. Bonjour. Vous me recevez? Parfaitement, M. Jacques Sarpono. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous faites.
Merci vraiment aux techniciens qui sont à pied d'œuvre pour que nos voix passent. Merci. Et nous saluons tous ceux qui vous écoutent. Et je salue mon prédécesseur, Célie, qui a bien vu aussi. Merci pour son courage de tout le temps. Je salue vos invités, et Jonathan et puis Jérémy. Jonathan a égrené beaucoup de choses. Il y a des erreurs, je vais seulement souligner quelques points pour ne pas être trop long. Il y a certaines erreurs que nous faisons et on continue de faire dans nos analyses. L'intérêt de l'Occident en Afrique. Batenguine. Vous savez ce qu'on appelle intérêt? Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire que l'Occident a en Afrique, la France en particulier a en Afrique, et qui sont ses intérêts? Et qui sont ceux-là qui lui avaient donné cela et que ça devient un intérêt pour lui? Intérêt quoi? Qu'est-ce que la France a fait pour gagner quelque chose qu'on va appeler intérêt et qu'elle défend sur le continent africain? Cessons de voir les choses comme ça. C'est des usurpateurs, c'est des criminels, c'est des clubs organisés. Heureusement que Kagame a compris. Je disais souvent que Kagame, c'est un mortel. Vous voyez? Kagame l'a dit. Quand c'est bon, oui, c'est Kagame. Quand c'est mauvais, ce n'est pas eux, c'est toujours Kagame. Voilà, il a compris. Kagame, si tu l'écoutes, un seul arbre ne forme pas la forêt sur le continent africain. Le seul Rwanda ne serait pas l'Eldorado de tout le monde. Puis on dira que l'Afrique a évolué. Les Américains te trompent. C'est des menteurs. Ces Américains-là qui font leur business avec vous et qui détruisent le Congo à travers vous, par M23 et autres, c'est des menteurs, des criminels, c'est des menteurs. Ils cherchent de gros intérêts sur vous. Ils vous donnent les miettes. Ça n'avantage pas le continent africain. Comme le dit souvent Célie, l'unité africaine. C'est ça qui va avantager. Chassez vos orgueils. C'est comme ça qu'ils sont. C'est déjà comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. Ils vous connaissent le jour et la nuit. Ils allument la torche pour vous reconnaître. C'est comme ça qu'ils sont. Si vous faites des affaires avec eux, c'est ce qu'ils disent. Écoute-nous bien. Si tu les prends comme des patrons, c'est des buveurs de sang. Ils vont vous trahir. Ils vont vous tuer. Appelez le peuple, vos peuples, à vous soutenir dans le bon combat de libération. Que de vouloir avoir l'Occident comme parrain pour gouverner. C'est faux. Et chercher de bons partenaires. Aujourd'hui, le bon partenariat, c'est avec la Russie surtout. Parce que la Russie est menacée dans son intégrité, comme nous autres. Alors, on peut se faire des amis pour se défendre. Voilà la raison. L'Occident, c'est menteur, tueur, destructeur, le diable. Faut pas oublier ça. On vous parle de mondialisation. Vous savez comment ils ont construit leur système? Macky Sall, Patrick Talon, Akufo. On parle de mondialisation. Vous pensez, vous assurez avec ceux-là pour rire. Vous savez comment ils ont construit leur système et ils vous invitent à venir voir? Mais soyez des hommes qui réfléchissent quand même. N'acceptez pas les avances. N'acceptez pas les idées. Cessez cette histoire. L'Afrique doit retrouver sa dignité. L'Afrique doit être restaurée. C'est pourquoi tous les plans du diable de l'Occident contre le continent doivent être révélés, doivent être dévoilés et il va échouer. Voilà. Nous le disons avec courage, avec conviction. Même si nous mourons comme le terrain, l'Occident sera jugé. Nous disons avec choix, l'Occident sera jugé. Ne comptons pas sur nos forces humaines. Nous comptons sur la justice divine qui fait que nous sommes tous égaux devant le Créateur. Personne n'est au-dessus de l'autre. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils seront jugés, que la France marque, que quelle que soit sa prouesse, on ne sait pas, elle va échouer et elle va payer les dommages aux Africains. Jacques Sarpono pour votre contribution. Alors, des coups bas, il faut payer pour ça. Qu'ils en aient sûrs. Je vous remercie, nous sommes en guerre. Et cette guerre, tout le monde doit comprendre.
et jouer sa partition. Que Dieu bénisse. Merci à vous, Jacques Sarpono, pour votre contribution. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Jérémy Lako. Au regard, bien sûr, de toutes ces accusations qui pleuvent aujourd'hui, on a parlé de la France encore la semaine dernière, mais bien avant, c'était les États-Unis, la Grande-Bretagne, entre autres. Les Nations Unies également sont mêlées à la danse. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que clairement, Paul Kagame est l'agneau sacrificiel, comme le pense également Jonathan Batengene? Activez votre micro, Monsieur Jérémy Lako. Vous me recevez? Oui, allez-y. Nous savons très bien que Paul Kagame est un chouchou de l'Occident. Et de même aussi que Tshisekedi. Donc, c'est les deux enfants de l'Occident. Mais maintenant, on ne peut pas, si j'ai dit au début qu'on peut recevoir Paul Kagame, c'est comme notre ex-maréchal Idriss Déby. Tous ont passé par le sang. C'est le crime. Ils ont commis de crimes contre l'humanité, surtout africaine. Est-ce que nous prenons Paul Kagame? Est-ce qu'il a un mandat pour dire qu'il va faire un combat contre un autre pays africain? Je pense que c'est non. Mais maintenant, si au début, il a eu le courage de le faire, si il a pris une décision d'aller combattre la RDC en soutenant le M23, je pense, en première des choses, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre aujourd'hui. Mais moi, j'appelle la population congolaise, la population du Rwanda à se soulever. Parce que à partir du moment où les deux présidents décident soit de jouer le jeu pendant que la population est là, la population ne se mobilise pas. Quand nous prenons un peu la génocide de Rwanda, jusqu'à présent, il ne fallait pas que le peuple rwandais reste bouche bée. Il fallait que ce peuple rwandais, à l'heure là, commence par faire des manifestations, par réclamer d'abord la justice. Et après la justice, même pourquoi pas même le départ du président Paul Kagame. Parce que nous savons très bien que ces gens ne vont jamais et jamais décider facilement. Ils ne vont pas décider facilement de revenir défendre le peuple, défendre leur peuple. Parce que Paul Kagame devait le faire juste après la génocide. Mais si jusqu'à présent il a pris la décision de continuer à combattre un autre pays africain, mais c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, leur jeu là, comme je l'ai déjà dit au début, c'est un jeu, nous, on ne peut même pas voir ça clair. Et on n'attend pas que ces gens décident pour le bien, soit du Rwanda, soit de la RDC. Non, c'est à la population de se mobiliser. Tant que la population ne se mobilise pas, je pense qu'on n'aura pas une suite favorable. On ne peut pas reconquérir l'intégrité du Rwanda, soit de la RDC. Non, il faut que la jeunesse congolaise, la jeunesse rwandaise se lève et commencer par faire des mobilisations et dire non à l'injustice, non à la diplomatie vraiment de leurs dirigeants pour que ces gens puissent revenir sur la raison. Sinon, nous observons et nous remarquons très bien que c'est un gâteau que les deux présidents sont en train de discuter actuellement. C'est sur un gâteau. C'est-à-dire que le premier fils, le premier chouchou qui est Paul Kagame, aujourd'hui, il est en train de perdre sa dignité, sa crédibilité face à ses patrons, et maintenant pour l'intérêt de Tshisekedi. Donc c'est pour cela qu'il a commencé par faire la vengeance. Moi, on se dit que c'est la vengeance qu'il est en train de faire. Donc, nous, ça ne nous engage pas. C'est la population qui doit se lever et pour pouvoir maintenant dire à ces gens, trop, c'est trop. Ils ne sont plus des Africains. Et si c'est qu'ils ne veulent pas revenir en arrière, donc il faut que la population les dise hors, ils n'ont qu'à les mettre hors de l'état de nuit avant que maintenant l'intégrité puisse venir dans ces deux pays. Sinon, nous savons bien que Paul Kagame, c'est un homme dangereux, c'est un homme qui est hypocrite et il ne va jamais accepter que la volonté de la population. Donc, nous, en tant que panafricains, on ne supporte jamais et on ne va jamais voir Paul Kagame dans la réalité
s'il ne décide pas comme ce qui a fait tout récemment le maréchal Idriss Déby, après avoir vraiment, parce qu'il a pris l'âge, quand il a pris l'âge, il est revenu sur la raison, mais c'était trop tard. Voilà. Sinon, nous savons bien que l'Occident n'a jamais aimé un dirigeant africain, n'en parlons même pas du peuple africain, c'est les intérêts qui les guident. Merci beaucoup. Le cap, bien sûr, en France, retrouver un autre intervenant, ou du moins un autre appelant qui voudrait également réagir. Bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Allô, monsieur, vous nous recevez? Ok, c'est à moi de parler. Allez-y, monsieur, nous vous recevons. Bienvenue, bonsoir. Ok, ben, moi, ma question, c'était par rapport à l'intervention de monsieur qui répondit par rapport à les Rwanda, Moi, je voulais juste répondre par rapport à cette question. Est-ce qu'il savait que le Rwanda, il a fait des problèmes de rébellion de Paul Kagame depuis 1994? Ça fait des problèmes à RDC à cause de voleries de mineurs de RDC. Ça fait des millions de Congolais qui décèdent à cause des guerres de M23 qui sont triquées jusqu'à aujourd'hui. Les Rwandais ne se disent pas que le M23, est-ce qu'il y a les FDL qui sont au Congo, soi-disant que Rwanda qui parle, est-ce qu'ils ont déjà fait un attentat à Rwanda? Même pas. Tu vois? Donc c'est des mensonges. Si aujourd'hui tu vois l'Afrique, ça ne développe pas à cause des gens comme de Paul Kagame, comme notre président a dit. Donc, c'est Hitler de l'Afrique. Donc, c'est quelqu'un qui tue des Africains sans pitié à cause de l'intérêt de Rwanda. Rwanda a producteur du coton, il n'a pas de coton chez lui. Tout ça, il vole au Congo. Merci à vous, cher monsieur. Alors, Jonathan Batekene, vous avez parlé tout à l'heure de politique de dissuasion, de critique envers d'ailleurs le président Paul Kagame. Vous avez parlé de démagogie, voire de marchandage politique. Mais est-ce que faire une lecture sous ce prisme-là ne serait pas encourager quand même la rébellion du M23 actuellement qui opère du côté de l'Est de la République démocratique du Congo? Le M23, c'est quoi? Vous leur donnez un poids terrible. M23, c'est quoi? M23, c'est une force d'élite du Rwanda, c'est tout. C'est des gens qui ont été... C'est l'armée congolaise, c'est l'armée rwandaise. Hein. Je prends, ils ont leur général, là, c'est Gacha. C'est là, non, là. Je vais retrouver son nom. Il a été chef d'état-major au Rwanda et au Congo. Et c'est lui qui a porté les M23 en 2013, en 2012. Un militaire, hein. Je dis un militaire. Les affaires de M23, le téléspectateur qui vient d'appeler, M23, c'est des gens qui ont quitté le Rwanda en 94, en 97. En 94, après avoir renversé les forces armées rwandaises, la rébellion de Kagame s'est installée au pouvoir. Et cette rébellion était elle-même épaulée par les forces armées ougandaises, qui était le créneau par lequel la CIA contrôlait cette sous-région. Et les forces rwandaises, il a parlé tout à l'heure, le monsieur a parlé, le téléspectateur, merci Trésor, il a parlé des FDLR. Les FDLR, c'est les anciens soldats de l'armée rwandaise qui ont été défaits par la rébellion du FPR de Kagame. C'est eux qui sont rentrés au Congo. Et ces gens n'ont pas commis d'attentat, n'ont pas commis de situation, mais ils ont quand même été un moment virulent. Ces gens, leurs soutiens sont en Angleterre, en Allemagne. Il y a eu des tentatives de procès contre le FDLR, ça n'a jamais abouti, jamais. Jamais. En Allemagne, jamais. C'est quoi, ils étaient trop sains. Il n'y avait rien à leur reprocher. Pourquoi on a donc ouvert les enquêtes? Il n'y avait pas de volonté politique d'inquiéter le FDLR. Parce que c'est une menace. C'est un outil qui permet de justifier la présence du M23 sur le territoire congolais. Donc après avoir renversé Mobutu en 1997,
les soldats rwandais qui ont épaulé, ceux qui sont venus du côté de Kagame, qui ont épaulé Kabila, parce que Kabila faisait du trafic en Tanzanie. Hein? Il venait de Tanzanie, où on l'a laissé en fait, là où il a été contacté. Il est revenu avec ses gars, on lui a donné les hommes chez Kagame. C'est Kagame qui lui donne les hommes. Et il est soutenu aussi par les Ougandais. Parce que tous ces combattants-là sont Tutsis. C'est une caste, ce n'est pas une ethnie, c'est une caste. Et Tutsis, c'est différent des Hutus, non pas par la langue, mais parce qu'ils sont des castes différentes. C'est la même ethnie. La même division se retrouve au Burundi. Donc, ils sont allés combattre. Et après, dans les accords, c'est qu'ils doivent intégrer l'armée congolaise. Mais Kabila ne respecte pas l'accord, cet accord-là. Pour des raisons que lui seul il maîtrise. Peut-être qu'il estimait qu'avoir une armée constituée essentiellement de mercenaires, c'était fragiliser son pouvoir. Ce qui, du point de vue de Machiavel, ça s'explique. Il n'a donc pas respecté. D'autres lui ont fait la guerre. Ces mêmes gars l'ont aidé à s'en sortir. Ils ont même créé une rébellion. Et c'est Kabila fils, qui n'était pas lié par ces accords, qui a réussi à remettre tous ces gens à leur place à partir de 2009, à partir de 2012. D'ailleurs, M23, ce mouvement du 23 mars 2009. C'est à partir de 2009 qu'ils remettent sur la table ces combattants rwandais qui ont épaulé Kabila. Ils remettent sur la table la question de leur intégration dans l'armée congolaise. Ils disent que c'était un élément phare, même des accords de Luanda. Donc ces derniers vont être déboutés. Bon, c'était pour revenir là-dessus. Je ne peux pas, je ne cautionne pas, je ne peux pas donner de caution M23. M23 n'est pas dans son bon droit. Le M23, c'est une imposture. Je m'inquiète, mais je m'étonne même. Mais pourquoi la France veut flagonner? On leur donne suffisamment de poids? Peut-être trop de poids, mais sur le plan du terrain, concrètement, tout montre qu'ils sont quand même pertinents, militairement. Maintenant, la France veut donc se placer du point de vue des sauveurs, n'est-ce pas? Ok. C'est la Croix qui est toujours le responsable des opérations de maintien de la paix, je crois bien. On ne l'a pas changé ce hier soir. C'était Noël, non? La France est un État chrétien, donc ils ne vont pas changer la Croix le jour de Noël. Puis je crois que le secrétaire général est chrétien aussi. Bon. La Croix est donc, monsieur Delacroix encore, directeur des opérations de maintien de la paix. Il veut résoudre le problème. C'est simple. Les accords de Luanda, les accords de Nairobi, prévoient que les forces de maintien de la paix, la MONUSCO, a le droit de créer une force d'intervention pour frapper les groupes armés non étatiques sur le territoire du Congo. Et là, il y a plusieurs groupes armés non étatiques. Mais pour le cas du M23, si la France est vraiment intéressée à en finir avec le M23, au lieu que d'aller chercher les querelles à Kagame. Il faut mettre en place cette force-là. C'est très simple. Appliquer les accords. Membre permanent du Congo. Mais c'est comme si, monsieur, vous connaissez cette technique. C'est comme si vous avez le pouvoir d'arrêter un problème. Moi, vous êtes en train de vous engueuler avec une des victimes du problème. Avec un des acteurs du problème. Ça veut dire que vous ne voulez pas, vous voulez nous distraire. C'est pourquoi je vous parle de démagogie. La France qui est membre permanent du Conseil de sécurité, pourquoi n'inscrit pas cela à l'ordre du jour? Les Chinois attendent même ça. Qui assure d'ailleurs la présidence. Oui, les Chinois attendent ça. Pourquoi ne pas? Les Russes seraient très fiers de voter. Pour une fois, on aura l'unanimité du Conseil de sécurité sur une question. Je voudrais vous lancer sur la question, M. Batinguene, parce que ce lundi, 3 personnalités congolaises, dont le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, ont ouvertement accusé le régime du président Félix Tshisekedi, bien sûr, de mener une politique d'internationalisation de la sécurité de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire de faire recours à chaque fois aux forces extérieures pour œuvrer pour la stabilité de la République démocratique du Congo.
Est-ce que vous comprenez cette Vraiment, position? je veux bien répondre, mais je ne vais pas me ranger dans le camp de Mukwege. Parce que lui, c'est aussi une autre personnalité. Parce qu'il y avait le prix Nobel de la paix, et il y avait entre autres Martin Fayoulou qui a également réagi. En fait, c'est un document co-signé par les trois personnalités. Non, le monsieur, il est membre du conseil d'administration, il était membre du conseil d'administration d'une ONG. Une ONG, on a arrêté la députée qui était... On a arrêté une des députées, la députée qui était la présidente. Elle est en Europe, là. Et cette ONG-là ne déclarait pas ses fonds. Vous voulez que je parle des gens comme ça? Non, Mukwege n'est pas sérieux. Excusez, c'est un professeur, mais il y a beaucoup à redire. Il est trop empêtré dans cette mafia internationale lui-même. Donc, on ne va pas rentrer dans son dossier, vous laissons comme ça. Tshisekedi travaille pour la CIA. Mukwege lui-même travaille pour des réseaux internationaux. D'ailleurs, il est resté très calme étrangement sur le pillage du Congo. Vous savez, il a été récompensé pour son combat contre le viol des jeunes filles. Allez voir si c'est le combat le plus urgent. Il y avait un jeune qui a traité la malaria avec l'artémisia. Celui qui nous a révélé que l'artémisia soigne la malaria très bien. Celui-là, on ne lui a pas donné le prix Nobel. C'est celui qui traite les filles qui sont violées, à qui on a donné. Je ne veux pas créer une hiérarchie des mots. Ouais. Allez voir quel est le mal quel est le mal prioritaire au Congo. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette situation où on va donner à des personnages comme ça un peu plus de poids qu'ils n'en ont véritablement. Et rester avec le M23. Ouais. S'il faut en finir, la France n'a pas besoin de s'engueuler avec Kagame. Membre permanent du Conseil de sécurité, inscrivez simplement à l'agenda du Conseil de sécurité et convoquez une réunion extraordinaire à cet effet. La question du M23. Rangez d'abord le M23 parmi les organisations terroristes et demandez qu'une opération antiterroriste soit menée contre le M23 avec à sa tête la MONUSCO. Et donnez mandat à la MONUSCO pour traquer le M23. La MONUSCO le fera si bien. Vous leur donnez les moyens, c'est tout. Bon. Ça, c'est même dans la mesure où il faut procéder par des mécanismes spéciaux. Dans l'autre cas, le Conseil de sécurité se réunit et demande simplement à la MONUSCO de de mettre en application le principe de l'intervention, de la force d'intervention, dans le cadre de la menace du M23. Pour nous amener dans ce qu'on appelle, les avocats, les juristes appellent ça le dilatoire. Vous amener dans le dilatoire, le débat périphérique, le débat secondaire, le débat accessoire. Ah non, c'est Kagame qui soutient le M23. Ça nous fait quoi? On le sait. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi nous le dire alors que c'est vous qui soutenez ce même Kagame qui soutient le M23? Alors que c'est vous qui êtes les véritables parrains du M23. Alors que c'est la France qui a assuré le transport des FDLR, l'ancienne armée du Rwanda sur le territoire du Congo. C'est eux, la France, l'opération turquoise, qui allait relocaliser les forces armées rwandaises sur le territoire du Congo. Ces fameuses forces armées que Kagame aujourd'hui sont reconnues comme étant le FDLR et que Kagame dit être une menace contre son pays. C'est la France qui a posé ces FDLR là-bas. La France, en relocalisant cette armée là-bas, s'attendait à quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait créer? Pourquoi ces gens sont toujours là-bas? Pourquoi la France ne s'est pas assurée que ces gens quittent ce territoire? Le Rwanda n'est pas en guerre, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui. Pourquoi ces gens ne sont pas rentrés au Rwanda? Vaquer leurs occupations, changer de profession. Pourquoi? Comment ils font même pour vivre là-bas? Vous croyez que c'est parce que ces gens ils auraient pillé la banque du Rwanda avec des milliards ou bien des trésors de guerre inouïs? Non. Il y a des gens qui les entretiennent là-bas. Que la France nous sorte du dilettante. L'Afrique de l'ignorance, c'est passé. C'est passé l'Afrique de l'ignorance. Nous connaissons nos problèmes aujourd'hui beaucoup mieux. Nous savons qui joue à quel jeu sur nos territoires. Mais pour que les gens n'oublient pas, nous répétons encore. Tout ce problème, tout ce dilatoire orchestré par la jeune française, c'est parce qu'ils veulent à tout prix dissuader Kagame de les laisser faire leur coup à Bangui. C'est Bangui leur objectif. Tout ce qu'ils font, c'est Bangui. La jeune française est dépassée par les dynamiques nouvelles de l'Afrique qui émergent.
la question du Centrafrique comme la question du Mali est au cœur même du démantèlement du dispositif mafieux de la jeune française en Afrique. Et la France, qui sent que la pression de Bangui commence déjà à se faire ressentir en N'Djamena, veut utiliser le dossier congolais pour se repositionner sur le dossier centrafricain. C'est ça que la France ne dit pas. C'est ça le non-dit de cette sortie de la jeune française. C'est ça le non-dit de toutes ces accusations. De toutes ces accusations. Merci à vous, Jonathan Bateguele. Jérémy Lako, votre mot de fin sur cette thématique. Et nous savons très bien que aujourd'hui, la jeune française, peu importe ce qui les arrive, peu importe ce qu'ils sont en train de récolter, nous, on a affaire à la libération de l'Afrique. Notre problème, c'est comment libérer l'Afrique. Parce que lorsque un enfant souffre trop dans les mains de son oppresseur, à un moment donné, il faut que cet enfant prenne conscience. Et s'il prend conscience, il peut se libérer. Sinon, le professeur ne va jamais là-bas, c'est-à-dire il ne va jamais le laisser, il ne va jamais le lâcher. Alors, nous savons bien que aujourd'hui, ceux qui subissent l'atrocité, les malheurs, ceux qui sont en train de subir les problèmes, c'est nous les Africains. Alors, peu importe ce qui arrive à la jeune française, peu importe vraiment leur déclin, nous savons très bien que les Africains doivent se mobiliser. Et j'appelle et j'interpelle encore la jeunesse, surtout la jeunesse, de se réveiller, de se mobiliser pour pouvoir dire non, et non une fois encore, c'est-à-dire à la diplomatie que Tshisekedi et puis son homologue, Paul Kagame, sont en train de faire. Parce que quand la voix du peuple, ceux-là vont croire qu'ils sont les seuls à décider du bien du peuple. Non, c'est le peuple même, c'est le peuple lui-même qui doit décider de ce qu'il veut et de ce qu'il doit faire. Il y a longtemps, la Belgique. Nous sommes à la fin de l'émission. Il y a longtemps, ils ont vraiment pillé l'Afrique. C'est assez. Jérémy, c'est trop, assez, c'est assez. C'est à la jeunesse maintenant de prendre sa décision pour se libérer. Voilà un peu ce que j'ai à dire pour mon mot de fin. Merci à vous, Jérémy Lako. Merci également à vous, Jonathan Bateguele. C'est toujours un plaisir, mon frère Guéné. Et nous savons que même le Rwanda va en profiter pour se libérer vivement. Notre père Kagame, nous lui souhaitons de prendre conscience et, comme beaucoup ont appelé ici, qu'il fasse un réveil à la Idriss Déby Itno, le grand maréchal panafricaniste à qui nous rendons un vibrant hommage. Nous lui souhaitons de prendre conscience et que cette décision ne soit pas seulement un coup de tête, que ça soit désormais une option et qu'il revoie donc sa posture avec les fameux M23 et qu'il discute avec ses frères de RDC pour enlever cette force d'occupation sur le territoire congolais. Merci à vous, messieurs. Merci à vous pour vous qui nous avez suivis en direct sur For You Media Africain en relais sur nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube ou sur via la 96.3 FM For You Radio. Portez-vous bien, nos programmes se poursuivent.